Le gouvernement burkinabé se mobilise contre l'ensablement du barrage de Bagré et l'érosion des berges du Nakambé. L'opération de reforestation des berges du barrage de Bagré et celle des 1000 plantes par ministère et institutions ont été lancées ce matin par le Premier ministre. Et puis le Centre Nord reçoit sa part de vivres à prix social pour les populations vulnérables de la région. 138 tonnes de céréales pour aider à passer le cap de la soudure. Il zoome dans ce journal sur le musée de la femme à Dano, un patrimoine national qui donne à voir la femme d'Agara dans son environnement d'antan. C'est le menu de cette édition de l'actualité sur la télévision de Burkina. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. L'actualité environnementale de ce jour, c'est le coup d'envoi de l'opération de reforestation des berges du Nakambé donnée ce matin par le Premier ministre à Bagré. Luc Adolphe Tchao, qui par la même occasion a sifflé le démarrage du programme 1000 plans par ministère et institutions pour cette campagne de reboisement. 2 actes en faveur de la défense de l'environnement. Godefroy Bazier. En lançant l'opération 1000 plans par ministère et institutions et la campagne de reboisement des berges du Nakambé ensablées et dégradées par l'érosion, le Premier ministre a fait à Bagré d'une pierre 2 coups. 1000 plans par institution à travers le pays. Vous imaginez, chaque institution peut s'engager à planter et à entretenir 1000 plants. Je pense que les résultats peuvent être positifs. Nous avons fait l'expérience l'année dernière avec notre plantation à Lumbila, au SND. Et nous avons pu constater que cette année, plus de 80% des plants ont pu survivre. Plus de 29 000 plants seront mis en terre sur 26 hectares cette année. En 2012, 20 hectares avaient été couverts par la campagne de reboisement qui devrait couvrir environ 400 hectares. Objectif, donner fière allure au barrage de Bagré dont les berges subissent toutes sortes de dégradations. Le barrage de Bagré constitue l'une des grandes richesses de cette zone. Et il est menacé par l'ensablement et par l'érosion hydrique. Et nous avons élaboré un plan de gestion environnementale et sociale pour le protéger. Cette protection passe par le reboisement le long des berges sur 400 hectares avec des plans qui permettent de stabiliser le sol. Et nous sommes particulièrement honorés que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ait fait le déplacement de Bagré pour nous soutenir et inviter l'ensemble du gouvernement et la population à continuer de reboiser parce que le maintien du barrage dans ses fonctions hydroélectriques dépend de la contribution de tous. Le gouvernement et ses partenaires œuvrent chaque jour à redonner au Burkina un couvert végétal capable d'assurer aux générations futures un développement économique et social harmonieux. Il reste aux populations à s'engager davantage dans cette bataille. Il faut que chaque Burkinabé, et ça je le dis, chacun peut entretenir ne serait-ce qu'un ou 2 arbres. Imaginez-vous ce que ça va être. Même si c'est 10 millions d'arbres. Imaginez, on est à peu près peut-être 10 millions de Burkinabés actifs. Si chacun s'engage chaque année à planter 2 arbres, ça va nous faire presque 20 millions d'arbres. Alors vraiment, 20 millions d'arbres, je pense que c'est quelque chose. Parce que si on plante individuellement 2 arbres, on est en mesure de l'entretenir. Donc moi, je lance un appel pressant à tous les Burkinabés. Comme dit l'adage, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Ça ne coûte rien, ça ne demande rien, un arbre, juste un peu d'espace, un peu d'eau, un peu de soin, et je pense que l'arbre va pousser. L'opération 1000 plans par ministère et par institution et le reboisement du barrage de Bagré sont autant d'initiatives pour l'exemple et une invite à plus de responsabilité des populations en faveur de la sauvegarde de l'environnement. Le chef du gouvernement burkinabé qui, dans la foulée, a visité le centre de santé et de promotion sociale de Bagré Périmètre. Objectif, encourager le personnel de santé dans son sacerdoce et s'enquérir des difficultés rencontrées pour la prise en charge des malades. Godefroy Bazier nous fait le point de cette visite. Le centre de santé et de promotion sociale, CSPS de Bagré Périmètre, connaît de nombreuses difficultés, mais les agents de santé travaillent à prendre en charge les malades de la localité. C'est vraiment un honneur pour moi et pour tout mon personnel, que ce soit le chef de gouvernement. Ça va vraiment nous encourager dans ce que nous faisons et ça va vraiment nous redoubler, nous galvaniser d'efforts pour que tout ce que nous entreprenons, on puisse le faire bien
et comme il se doit. Les premières difficultés, c'est les matériels médico-techniques, savoir les lits, bon, les matelas qui sont vêtus, bon, les boîtes d'accouchement, on a un aspirateur électrique qui est gâté quand un enfant est encombré, on a des difficultés. C'est avec des poires qu'on utilise. Voilà. Bon, il y a les boîtes d'accouchement également. Donc on a un problème d'électricité aussi qu'on a soulevé. L'ambulance, ça existe, mais c'est que ce n'est pas en bon état. Voilà, on attend de réparer avec la mairie, mais jusqu'à présent, bon, ce n'est pas en bon état. Mais ça aussi, bon, le DG vient de aussi, bon, nous encourager, ils disent qu'il y a des ambulances qui ont vu. J'espère que ça sera réglé. En visitant le CSPS de Bagré Périmètre, le Premier ministre respecte une tradition qu'il a toujours instaurée, celle de s'enquérir du bon fonctionnement de nos structures sanitaires. Béant Luc Adolphe Thiawo, après avoir visité l'infrastructure, a offert des matelas et une somme d'argent au CSPS. Il a également pris l'engagement de transmettre les doléances de la structure sanitaire au ministre de la Santé pour suite à donner. Ce communiqué de presse pour poursuivre, depuis le lundi 5 août 2013, le ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a entrepris des actions visant à prendre en charge les étudiants des cités universitaires de Ouagadougou. Jusqu'à ce jour, les équipes du ministère sont à pied d'œuvre au stade du 4 août et à l'INGEPS. Toutefois, dans la journée du 7 août, ces équipes ont dû faire face à la volonté de certaines personnes de s'opposer par la violence à l'inscription des étudiants venus sur les lieux à cet effet. C'est ainsi que des jeunes transportant des cailloux dans les sacs ont chassé les volontaires à l'inscription dans les guichets, séquestré les agents du ministère et retiré par la force les documents de travail de ces derniers. Face à cette situation, la réorganisation des équipes s'est faite rapidement et tout le dispositif de sécurité est désormais mis en place pour sécuriser les volontaires à l'inscription, les étudiants déjà logés et les équipes de travail. C'est pourquoi le ministère de l'Action sociale et de la Sécurité nationale et de la Solidarité nationale porte à la connaissance des étudiants et des parents que les inscriptions se poursuivent sur les lieux. Il invite par ailleurs les étudiants déjà inscrits à se présenter à l'INGEPS pour leur prise en charge immédiate. Enfin, le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale remercie au nom du gouvernement les personnes, les bonnes volontés qui, dans un élan de solidarité, ont apporté un appui matériel et ou financier à l'action du ministère en faveur des étudiants. C'est donc un communiqué émanant de la direction de la communication et de la presse de ce ministère. Suite du journal, la coopération suisse au Burkina Faso apporte sa pierre à la question de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement des communautés au Faso. Un programme vient d'être lancé par ce partenaire au développement dans ce sens à Pouni et qui consiste en la réalisation d'une centaine d'infrastructures d'eau potable et un dispositif constitué de latrines. Cela au profit des écoles et centres de santé dans 15 communes des régions du Nord, du Centre et de l'Est. Un projet estimé à 2,5 milliards de francs CFA. Adama Koulibaly. Cette eau qui jaillit tel un geyser va sans doute contribuer à améliorer l'accès des populations de Pouni, commune rurale de Sanguié, à une eau de qualité. Et comme cette commune, elles sont 15, reparties dans les régions du centre-ouest, de l'est et du nord, à bénéficier de ce programme Accès à l'eau potable et à l'assainissement des communautés porté par la coopération suisse. Le gouvernement suisse a des fonds pour le Burkina Faso depuis plusieurs années. C'est un pays important pour nous. Et là, on a bénéficié d'un fonds spécial pour l'eau et l'assainissement au niveau mondial. Et comme on avait des bons partenariats ici avec les communes et avec les ministères, on a pu mobiliser à peu près 2,5 milliards de francs CFA supplémentaires pour l'eau et l'assainissement au Burkina Faso pour plusieurs communes de la région. Le domaine de l'assainissement et de l'eau au Burkina Faso en général et dans notre commune en particulier est d'une grande importance. À partir du moment où nous avons des indicateurs très faibles en termes de taux de couverture dans ce domaine, lorsque nous avons été informés de ce partenariat, on s'est réjoui fortement de l'initiative parce que ça va permettre à 2 écoles de notre commune de disposer de forages avec des latrines qui seront des latrines sexo-spécifiées. Un programme qui va sans doute renforcer l'effort du gouvernement dans la lutte contre la disparité de l'accès à une eau potable et à un assainissement adéquat.
Mais ce programme qu'on vient de lancer entre vraiment dans le cadre du programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement que le Burkina Faso a élaboré et essaie d'exécuter dans les différentes communes. Et ce programme a été voulu par le truchement de la coopération suisse. Il va en tout cas permettre d'avoir 126 infrastructures hydrauliques, c'est-à-dire des forages accompagnés de puits à motricité humaine. Il y a aussi 60 latrines qui seront construites, dont 30 dans des centres de santé pour la promotion sociale et aussi 30 latrines dans des écoles. Prévu pour une durée de 18 mois, la réalisation de ces infrastructures va nécessiter environ 2,5 milliards de francs CFA pour l'atteinte de l'objectif 7 des OM2 pour le Burkina, à savoir réduire de moitié le nombre de personnes n'ayant pas accès à une eau potable. Nous vous parlions hier de camions chargés de vivres qui ont quitté les magasins de la Sonagès à Ouagadougou dans le cadre de l'opération Vente de vivres à prix social. Eh bien, ils sont arrivés à destination. Le Centre Nord a réceptionné sa part à Kaya. Ce sont au total 138 tonnes de céréales que le comité provincial de secours d'urgence et de réhabilitation se chargera de mettre à la disposition des populations vulnérables de la région et dans les meilleurs délais. Voici pour vous l'arrivée de ces vivres à Kaya et les dispositions prises pour leur distribution. C'est avec Ernest Kambiri. À Kaya, dans le San Matenga, ce sont au total 138 tonnes de vivres réceptionnés et remis au comité provincial du secours d'urgence et de réhabilitation COPROSUR. Des vivres destinés à une vente à prix social mise à la disposition de cette province déficitaire par le gouvernement burkinabé et ses partenaires dans le cadre du plan de résilience et de soutien aux populations vulnérables en ces temps de soudure. Ces bénéficiaires-là, d'aucuns pensaient quand même les retrouver ici en grand nombre, mais comme nous sommes en période de travaux champêtres, ils sont en ce moment-là dans leur champ. Il s'agit maintenant au COPROSUR de véhiculer l'opération jusqu'auprès des CODESUR afin que les populations s'organisent pour venir enlever ces vivres-là. Au total, une quantité de 8022 tonnes de céréales sera déployée au profit des populations ciblées dans 11 provinces, dont le San Matenga. Et à cette cérémonie de réception et de remise des vivres au COPROSUR du San Matenga, les conditions de vente, les critères pour le choix des bénéficiaires ou encore les différents mécanismes locaux de gestion au niveau commune ou village ont été déclinés par les responsables en charge de l'opération. Au niveau provincial, l'opération va démarrer à partir de Pensa et de Dablo, deux communes rurales qui présentent aujourd'hui des difficultés alimentaires. Et pour que les vivres parviennent effectivement aux personnes vulnérables, les autorités locales ont été invitées à s'impliquer pour un plein succès de cette opération qui s'étalera jusqu'au 31 octobre 2013. Nous comptons vraiment sur l'accompagnement des autorités qui sont responsables donc du comité provincial de secours d'urgence ensemble et avec l'appui de la sécurité pour s'assurer que ce sont les populations effectivement qui sont dans le besoin, qui accèdent à ces vivres-là. Pour nous, en tout cas, un dispositif structurel est déjà mis en place et pour pouvoir assurer la vente, en tout cas dans des conditions très favorables. Donc à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude. En ce mois d'août ou mois de soudure, ces vivres sont très attendus par les populations des zones ciblées. Cependant, elles devront débourser la somme de 6 000 francs CFA pour le sac de 50 kg et 12 000 francs CFA le sac de 100 kg de petits mil, de maïs ou de sorgho, contre la somme de 16 000 francs CFA le sac de 100 kg sur le marché local des céréales. Une cérémonie solennelle pour installer officiellement les cadres nommés en Conseil des ministres. Cela se passe au ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Une prise de fonction voulue avec l'art et la manière par Toussaint Abel Coulibaly et qui permet d'orienter les regards de ses agents vers une vision commune des défis à relever par le tout nouveau département. Nathalie Savadogo-Nabaloum nous parle de ce moment. Une installation solennelle pour relever de nombreux défis au ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Ces agents nommés en Conseil des ministres viennent renforcer le département de Toussaint Abel Coulibaly. Au-delà de l'acte solennel, ce sont surtout l'union et la solidarité qui sont prônées pour que ces cadres de l'administration accomplissent leur mission dans une atmosphère pleine de convivialité. C'est la première fois qu'un ministère est consacré à la décentralisation et à l'aménagement du territoire.
Donc, mesurant donc l'ampleur de la tâche, nous avons voulu installer officiellement les directeurs généraux et les directeurs centraux et au vu eux aussi de l'ensemble du personnel, surtout pour leur décliner l'immensité de la tâche, la mission à accomplir, les obstacles à franchir et le courage dont il faut se prémunir pour pouvoir franchir ces obstacles parce qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à la décentralisation. Les agents ont pris l'engagement d'accompagner le gouvernement dans sa politique de décentralisation pour le bien-être des populations. Le personnel, c'est toute une chaîne. C'est une chaîne qui tend vers un seul objectif, la réussite des objectifs qui sont assignés à ce ministère. Et la chaîne, chaque agent est un maillon de cette chaîne. Et chaque maillon a son importance. Ça veut dire que chaque agent a son importance. On attend de chaque agent qu'il donne le meilleur de lui-même. Et c'est cet engagement que le personnel a tenu à prendre devant les ministres. Pour mieux accomplir leur mission, le ministre Coulibaly a invité ses collaborateurs à ne pas se décourager car il mettra tout en œuvre pour doter le ministère d'équipements adéquats. La journée internationale de la jeunesse est le 12 août prochain et au Burkina Faso, c'est dans la ville de Sia que se tiendra cette grand-messe de la jeunesse au plan national. Dès lundi, les jeunes des régions convergeront vers la capitale économique pour ouvrir le débat autour de la problématique des migrations en rapport à cette couche sociale et les enjeux pour le Faso. Sur la pertinence de cette journée et les attentes des responsables en charge de la jeunesse, nous suivons Karim Patrick Namouano. La décision d'instituer une journée internationale de la jeunesse émane des conclusions de la conférence mondiale des ministres chargés de la jeunesse tenue du 8 au 12 août 1998 à Lisbonne, au Portugal. Son objectif, promouvoir auprès des jeunes le programme d'action mondiale pour la jeunesse à l'horizon 2000. Ce programme encourage l'action et les initiatives en faveur des jeunes dans 10 domaines prioritaires tels que l'éducation, l'emploi, la santé, les loisirs, la toxicomanie d'une part, et d'autre part sollicite leur entière participation à la vie de la société et à la prise de décision. Le Burkina Faso commémore depuis 2006 cette journée. Pour l'édition 2013, les acteurs nationaux œuvrant pour la promotion de la jeunesse se retrouveront le 12 août à Ouagoulasso en compagnie d'un millier de jeunes pour réfléchir autour du thème « Jeunes et migrations, quels enjeux pour le Burkina Faso ». Cela veut dire que effectivement l'accent est mis sur l'importance de la jeunesse non seulement, mais aussi sur un fait particulier qui est la migration, qui concerne essentiellement la jeunesse. Quand nous suivons effectivement l'actualité, nous comprenons que c'est un phénomène en tout cas qui touche beaucoup plus la jeunesse. En plus des échanges autour du thème, les 1000 jeunes vont participer à une série de conférences sur des thématiques riches et variées, et à une campagne de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons ce que nous appelons la nuit de la jeunesse qui est organisée par le Conseil national de la jeunesse, donc qui est une structure fêtière de la jeunesse au Burkina Faso. Il va être quand même une nuit pour primer, pour une distinction à des personnalités, à des personnes qui ont rendu des services à la jeunesse burkinabé. Donc, pour dire qu'au niveau de la journée, il y a un programme assez alléchant sur le plan national, ce que je viens de citer, mais chaque région, chaque province a tout un programme, toute une panoplie d'activités à mener dans ce cadre-là. Et les plus jeunes auront droit à un camp vacances à Orodara, dans le Kénidougou. Et le Burkina Faso en chantier a plus que jamais besoin d'experts en travaux publics. Plus de 300 nouvelles compétences viennent d'être mises sur le marché pour emploi. La promotion 2013 de l'école de formation et de perfectionnement des travaux publics promet de faire la différence sur le terrain, d'où le nom de baptême, promotion expertise sécurité. Yolande Lompo nous l'a fait découvrir. Elle s'appelle promotion expertise et sécurité. Ainsi en a décidé leur parrain Élie Justin Ouedraogo. Une promotion qui a su allier formation théorique et pratique afin de mieux répondre aux sollicitations d'un secteur en plein développement, mais qui manque cruellement de personnel qualifié en nombre suffisant. La sortie de cette promotion, qui comporte plusieurs filières, est une fierté pour notre département, en ce sens qu'elle va permettre de mettre à la disposition des administrations tant publiques que privées, des techniciens, des ingénieurs, de différents profils
qui vont contribuer à la réalisation des ouvrages selon les règles de l'art. Ce que nous demandons à ces étudiants qui viennent de sortir, c'est de travailler dans les règles de l'art avec professionnalisme et conscience professionnelle. Parce que c'est un domaine, comme l'a dit le parrain, où il n'y a pas d'à peu près. Composée de 372 lauréats, dont 41 pour l'administration, cette nouvelle cuvée de l'école de formation et de perfectionnement des travaux publics, après tant de sacrifices consentis, se dit prête à affronter le monde du travail. En plus de leur diplôme, les majors et les meilleures filles des promotions de conducteurs polyvalents d'engins, de techniciens supérieurs en aménagement foncier, d'agents techniques en génie civil, de techniciens supérieurs en génie civil, de techniciens supérieurs en génie mécanique, de licence en génie civil et en topographie ont reçu des prix. C'est avec joie pour cette sortie 2 ans de labeur et pour d'autres 3 ans d'affilée. C'est une grande joie d'avoir fini cette formation en beauté. On est pratiquement prêt parce qu'on a accumulé la théorie et la pratique. C'est dire que c'est des techniciens qui sont prêts à être consommés. Et malgré l'exiguïté des locaux, à compter de la rentrée prochaine, le cycle d'ingénieur en génie civil sera effectif dans cette école créée en juillet 1975. La commune rurale de Guiba, plutôt fière de ses résultats scolaires, avait plus d'une raison de louer les efforts de tous les acteurs qui ont contribué à ce succès. 75%, c'est le taux de réussite au certificat d'études primaires. La cérémonie de récompense avait des allures de valorisation du travail du corps enseignant. Oumoussissé Nyarkiteda. L'excellence magnifie à l'école primaire. Dans la commune rurale de Guiba, Jérôme Nana et Fadilatou Nikema sont les meilleurs élèves au certificat d'études primaires. Ils ont respectivement obtenu 154 et 152 points à l'examen. En guise de récompense, ils ont reçu des vélos et des kits scolaires. Les meilleurs enseignants des classes de CM2 et les meilleures écoles ont été également récompensés. J'ai eu l'honneur de recevoir le premier prix des directeurs, des maîtres de CM2. Et vraiment, ça me fait plaisir. Ce prix m'amène à vraiment persévérer davantage dans mon travail. À travers ces récompenses, les organisateurs veulent valoriser l'œuvre des enseignants et magnifier les efforts des élèves. C'est pour qu'il y ait encore un engouement même au niveau même du travail des enseignants et des élèves. Sinon que chaque fois si vous voyez ailleurs, ça se fait. Et ici, nous sommes, c'est vrai, vraiment, ça ne faisait pas notre affaire. C'est ce qui nous a motivés. La commune rurale de Guiba a enregistré un taux de réussite de 75,15% au certificat d'études primaires. Pour les premiers responsables en charge de l'éducation, c'est une performance appréciable eu égard à celle nationale qui est de 60,09%. Les différents acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation ont été encouragés à faire de leur circonscription la meilleure du pays. Et l'excellence à l'école qui paie à Mouti, c'est dans la commune de Zignaré. Les plus méritants ont reçu cadeaux et félicitations et c'est tout le village qui s'est mobilisé pour cet hommage aux acteurs de l'éducation. Jacques Lamissa Tarpaga. Jour de fête à Mouti, village situé à une dizaine de kilomètres de Zignaré dans l'Obritenga, mais également jour de récompense des meilleurs élèves de l'école du village. Les 3 premiers de chaque classe ont reçu des sommes d'argent en guise d'encouragement pour parfaire l'action. Les 3 meilleures filles ainsi que les 3 meilleurs garçons ont quant à eux reçu des vélos. Derrière ce geste de félicitations et d'encouragement, il y avait un message. L'école primaire de Mouti, qui fête cette année son 26e anniversaire, donne satisfaction à l'équipe d'encadrement. Au certificat d'études primaires, elle a fait un taux de réussite de près de 87%. Et pour l'encourager à maintenir le cap, le parrain de la cérémonie lui a remis une enveloppe de 100 000 francs CFA. Vraiment, je suis très ému. Vu vraiment ce qui s'est passé dans les années antérieures et ce qui s'est passé présentement, en tout cas, je peux dire que vraiment, je suis un directeur très formé. Vraiment, je lance vraiment un appel vraiment à tous les fils et filles, en tout cas de ce village, de s'unir, de faire comme ici Diana. Parce que vous savez que l'école, ce n'est pas une œuvre vraiment d'une seule personne. C'est la résultante en tout cas de plusieurs acteurs.
Au-delà de la symbolique de remise de cadeaux aux élèves méritants, cette cérémonie qui marque aussi la fin de l'année scolaire à Mouti a été une belle occasion pour les différents intervenants de lancer un appel pour la scolarisation de tous les enfants de ce village. Et comme l'a reconnu le directeur de l'école, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un enfant, c'est de l'inscrire à l'école. L'année scolaire qui referme ainsi ses portes, les vacances donnent lieu à des voyages touristiques pour certains. Et pour ceux qui passeraient par le sud-ouest, le musée de la femme de Dano est à découvrir absolument. Vous apprendrez à mieux connaître la femme d'Agara d'hier et d'aujourd'hui dans son quotidien et dans ses moments exceptionnels. Le musée qui a ouvert ses portes depuis 3 ans donne à voir un pan de la culture d'Agara. Draman Dadian nous le fait visiter. Dano rend hommage à la femme à travers ce musée qui a ouvert ses portes en février 2010. Au moment où j'ai cherché le nom pour donner à ce musée, ce n'est pas la peine d'aller chercher loin. C'est un musée de la femme. Parce que c'est les femmes qui occupaient le coin, c'est les femmes qui animaient, c'est les femmes qui étaient les plus nombreuses sur le site, etc. etc. Et preuve, c'est que quand vous rentrez à l'intérieur du musée, tous les objets que vous trouvez concernent les femmes. Bâti sur le site de l'ancien marché traditionnel de Dano, ce musée dédié à la femme dispose à son sein une administration, une salle de conférence, une réserve, une salle d'exposition, une boutique de souvenirs et un habitat traditionnel d'Agara avec 7 compartiments. Visite guidée. Nous sommes dans l'entrée principale de la salle où il y a les chambres et puis le salon. Avant la modernisation, les femmes utilisaient ce meule pour écraser les semences. Bon, tous ces meules-là, ça différencie, c'est diversifié selon les ethnies. Puis il y a d'autres, c'est un creux. Et puis le caillou est mince, soit circulaire. C'était une famille polygame, dit-il. Les ustensiles de cuisine bien conservés et le grenier est incorporé au salon avec une ouverture sur le toit où habite le chef de famille. C'est ici, dans la salle d'exposition, que l'on conserve les objets utilisés par les femmes depuis la nuit des temps, des objets de parure et même de mariage dans la société traditionnelle d'Agara. Parce qu'au 5e pays d'Agara, les dots sont constitués des bœufs puis des courris. 4 bœufs et puis 350 courris. Mais si vous voyez une femme qui a ça, c'est qu'elle a été votée. Interdit aux hommes. Rien uniquement réservé aux femmes. À côté de ces objets précieux, des expositions sur les activités génératrices de revenus de la femme, transformation des noix de karité et filature surtout. Le visiteur peut aussi s'offrir des produits made in Sud-Ouest dans la boutique de souvenirs et même se souvenir de cet arbre que l'on dit sacré. Mais le défi de la collecte des objets spécifiques à la femme se pose toujours. Il y a beaucoup de choses restent à faire. Et présentement, nous n'avons pas assez de matériel à l'intérieur du musée pour faire voir par les visiteurs. Donc ce qui va nous rester à faire, c'est de chercher des financements pour la collecte d'abord de ce matériel et à travers la commune, sur le territoire communal et même pourquoi pas hors du territoire communal. Pour l'heure, le musée de la femme de Dano est peu connu malgré son originalité et sa position géographique. L'affluence, ça va petit à petit, parce que c'est un nouveau musée qui n'est pas trop connu sur le plan international. C'est peu connu parce qu'on a quelques visiteurs étrangers qui viennent. Louise Marguerite Sommet dit alors compter sur le soutien du ministère de la Culture et du Tourisme pour plus d'engouement autour de ce patrimoine qui manque aussi de lignes budgétaires pour son fonctionnement. Réalisé à plus de 45 millions selon les promoteurs, ce musée est une vitrine pour la promotion des objets traditionnels de la femme menacés de disparition au profit de la modernité. Et pour occuper sainement vos enfants pendant les vacances, il y a le festival Vacances Talents Artistiques qui propose d'apprendre la danse aux enfants. L'initiative est de l'artiste chorégraphe musicienne Tifa qui veut contribuer à sa façon à la promotion de la culture burkinabé. Amadou Marcelto, Yolande Lompo. À l'image de cette jeune fille, ils sont nombreux les enfants qui viennent apprendre à danser chaque jour au festival Vacances Talents Artistiques. Un festival qui a pour objectif d'initier les tout-petits à la culture burkinabé. J'aimerais initier en fait à la danse, que ce soit la danse, les contes, les marionnettes, au tout petit,
En tant qu'Africaine, quand même, il est temps qu'on valorise notre art. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à notre place. Si on a l'occasion de le faire à l'extérieur, pourquoi pas initier nos enfants? Différents pas de danse du terroir national sont enseignés aux enfants à chaque séance. On a fait la danse des Peuls, que les enfants vous aient présenté la danse des Peuls. Il y a la danse Moussi, il y a la danse d'Agara. On a quand même fait pas mal de pas de danse avec les enfants. La promotrice compte étendre le festival au plateau Omnisport Simon Comporé avec un tournoi sportif qui va se dérouler le samedi 10 août 2013. Et nous refermons ce journal avec les 5 finalistes du concours de lecture de Coran initié durant le mois du jeûne musulman par le cheikh Ismaël Dera, qui ont reçu leur prix et des prix en nature et en espèces pour encourager ces jeunes à persévérer dans la foi. Moussa Ki Oumoussissé. Bismillahirrahmanirrahim. À cette compétition de mémorisation du Saint-Coran, c'est Adama Bagagna qui remporte le premier prix parmi les 5 finalistes de l'édition 2013. Il a su séduire le jury et le public présent avec la concentration et la maîtrise de la parole d'Allah. Le concours de lecture du Saint-Coran est organisé par Cheikh Ismaël Dera. Nous avons commencé petit à petit et voilà que les gens participent maintenant. Je souhaite que la maîtrise du Saint-Coran les guide dans leur vie. Tout s'est bien passé, l'objectif a atteint. Les 5 finalistes du concours de lecture du Saint-Coran reçoivent chacun des prix en nature et en espèces allant de 200 000 francs CFA à 160 000 francs CFA. Cette compétition constitue également une école d'apprentissage de récitation de la parole d'Allah. Cette édition de 2013 a enregistré 81 participants et pour le promoteur, l'innovation attendue pour l'édition 2014 sera la participation des filles au concours de lecture du Saint-Coran. Voilà pour le 20h de ce jour sur la télévision de Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et à toutes. À demain.